Bienvenue sur Ouest Odyssée, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs du Grand Ouest. Je vais vous faire voyager de Caen à La Rochelle, en passant par Brest à Poitiers, à la rencontre de fondateurs qui vont nous faire un retour d'expérience sur le développement de leur société. Ouest Odyssée, c'est l'occasion pour les entrepreneurs d'échanger sur des sujets juridiques et de permettre à ce podcast d'être une boîte à outils faite par et pour les entrepreneurs. Je suis Louis Pinet et je vous souhaite une excellente odyssée. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Ouest Odyssée, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs du Grand Ouest, j'ai le plaisir de recevoir Baptiste Jamin, cofondateur de la société Crips, une plateforme de messagerie multicanal via un logiciel en mode SaaS basé à Nantes. Bonjour Baptiste. Bonjour Louis. Enchanté de te recevoir. Écoute, merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Alors Baptiste, Crips, c'est quoi ? Alors Crisp, tout simplement, c'est un logiciel de relation client qu'on a créé maintenant en 2015, utilisé par 300 000 entreprises dans le monde. Donc l'idée, c'est qu'on permet à ces entreprises de communiquer avec leurs clients, que ce soit par le chat sur leur site internet, les emails, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, Twitter, etc. On va unifier tous ces canaux de relation client en un seul endroit pour permettre aux entreprises d'avoir une relation client unifiée. Et donc le but, c'est de permettre aux entreprises d'offrir la meilleure expérience client avec le meilleur outil possible et pour rendre les clients simplement heureux. Alors, pour un novice comme moi, c'est typiquement, si j'ai bien compris, le chatbot en fait. Ça peut être ça. Comment ça se matérialise ? Alors, on a commencé avec justement les chats qu'on ajoute sur les sites internet. C'est toujours aujourd'hui vraiment un produit phare de ce qu'on propose. Donc l'idée de Crisp, c'est qu'on va permettre d'ajouter à n'importe quelle entreprise, d'ajouter un petit site, un petit chat sur leur site internet, les fameux chats qu'on voit en bas à droite sur les sites internet. Et ça va permettre aux clients de poser des questions sur les offres, sur différentes questions qu'ils peuvent avoir. Et à l'entreprise, du coup, ils vont pouvoir répondre à toutes les questions des clients et permettre de convertir des clients qui, sinon, ils seraient partis sur les limbes d'Internet. Donc, on a commencé comme ça, mais aujourd'hui, on a un petit peu élargi notre offre. Et donc, Crisp, on va permettre d'unifier toute la relation client, donc que ce soit le chat sur le site internet, les mails, donc tous les mails de support, on va pouvoir les recevoir dans Crisp. Également, tous les autres canaux de communication, donc du SMS, du WhatsApp, du Messenger, Instagram, etc., dans un seul outil. Là-dessus, on a également une brique de chatbot. Donc, le chatbot va permettre de créer des scénarios, et donc on va pouvoir automatiquement et proactivement répondre aux réponses des utilisateurs. Et plus largement, on a toute une suite également de CRM qui va permettre aux entreprises de piloter de manière unifiée toute la gestion de la relation client. Donc on va avoir tous les utilisateurs d'une entreprise sur notre plateforme Crisp. Et l'avantage, c'est qu'à chaque fois que ces utilisateurs ils vont vous contacter, on sait qui vous parle, quand est-ce que la dernière fois le client vous a contacté, et ça permet aux clients d'éviter de répéter tout le temps leurs problèmes. C'est super énervant quand on est un client. On a un problème, dans un mois, on revient, parce que le problème, il vient de se produire à nouveau, et on vous redemande à chaque fois votre nom, prénom... C'est insupportable, je le confirme. numéro de garantie, etc. C'est insupportable. Et donc ça n'arrive pas avec Crisp. Et également, Crisp, maintenant, on a un système d'App Store. Un petit peu, Crisp, maintenant, c'est un petit peu l'iPhone ou l'Apple de la relation client. Et donc, on a des apps qu'on va pouvoir installer sur Crisp et qui vont étendre les fonctionnalités de Crisp. Donc, par exemple, un client me parle et a un problème de paiement. Voilà, le client, il n'a pas réussi, sa carte elle a été rejetée. Et on va avoir des apps qui sont connectées directement au système de facturation et de paiement. Et je sais immédiatement pourquoi le paiement n'est pas passé. Et je n'ai pas à me connecter entre différents outils. J'ai pas besoin de dire au client, attendez 2 minutes, je me reconnecte sur un autre outil et je reviens vers vous. Non, ça n'arrive pas. Immédiatement, on sait pourquoi le paiement n'est pas passé, on va pouvoir directement informer le client. Et donc voilà, l'idée c'est de Crisp d'avoir une suite d'outils qu'on propose qui permet vraiment de faciliter la gestion de la relation client. On a également un système de base de connaissances. Et donc, par exemple, les grandes marques font ça. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des centres d'aide sur lesquels on va avoir toutes les questions fréquentes et du coup les réponses aux problèmes. Les fameux FAQ. Voilà, exactement. Donc, on peut créer la même chose avec Crisp sans connaissance de code particulière.
et on va pouvoir créer une base de connaissances. Donc, par exemple, quelle méthode de paiement on supporte, comment réinitialiser son mot de passe, comment supprimer son compte, etc., etc. Donc ça permet aux clients finalement de résoudre eux-mêmes leurs problèmes en tapant nom d'une société plus nom du problème sur Google. Immédiatement, ils vont trouver un article qui répond à leur problème et ça va éviter qu'ils contactent le support client derrière. Et par exemple, cette base de connaissances, elle est intégrée avec notre logiciel. Donc par exemple, admettons que toi, Louis, tu utilises un compte CRISP et pour une raison ou une autre, tu n'arrives pas à te connecter et tu contactes notre support en disant « je n'arrive pas à me connecter ». Et bien, directement, moi, depuis mon interface CRISP, je vais taper sur un petit bouton, je vais taper connexion, et ça va me ressortir tous les articles d'aide en lien avec les problèmes de connexion. J'en envoie un, et hop, j'ai même pas besoin de taper le message, ça t'envoie le message. Ah oui, et donc, ça permet vraiment de gagner énormément de temps. On a également un système de réponse préenregistrée. Donc, par exemple, un client vient nous contacter et dit « Bonjour, j'ai besoin d'aide ». Ce qui n'est pas très explicatif comme message, mais en tout cas, nous, par exemple, sur CRISP, on va créer des réponses préenregistrées et je vais faire point d'exclamation « Bonjour » et automatiquement, ça va répondre un message qui va dire « Bonjour Louis, je m'appelle Baptiste, comment je peux t'aider ?» Oui, pour demander beaucoup plus d'informations. Voilà, et donc ça va créer une réponse unifiée, bien formatée, avec prénom du client, nom de la personne qui répond, et ça permet d'avoir un vrai standard de relation client, tout en gagnant vachement de temps, parce qu'on a un outil avec une interface qui est extrêmement bien faite. Comme je te dis, on a essayé de faire le Apple de la relation client, on s'est dit, si Apple avait fait CRISP, comment il l'aurait fait ? Mais vraiment, hein. Oui, mais c'est fascinant, c'est l'outil en fait que toutes les entreprises. Aujourd'hui, le support client, c'est massivement utilisé à l'origine par les grandes sociétés, les grandes marques. C'est des outils qui étaient extrêmement chers et extrêmement nuls. Vraiment ce qu'on appelle des clicodromes. Oui, mais justement, quel est le type de clientèle en fait ? Est-ce que ta clientèle, elle est réservée du coup à ces grands groupes ou justement tu as réussi à démocratiser En fait, nous, CRISP, on s'est dit, aujourd'hui, il existe les grandes marques, les grands comptes ont des outils lourds et chers. Et de toute manière, ils ne changeront pas d'outils du jour au lendemain. À l'inverse, on a plein d'entreprises de taille intermédiaire, des startups, des petites entreprises qui, elles, ont besoin d'un outil de support client. Aujourd'hui, elles utilisent un Gmail pour répondre aux clients. Elles le vérifient une fois par semaine. Et encore, ou un contact form sur leur site internet. Les messages arrivent dans les limbes d'internet. Un jour, de temps en temps, on y répond. On s'est dit, ces entreprises, elles ont besoin d'un outil qui soit simple, pas très cher, avec des codes, comment expliquer, un usage qui soit similaire aux outils américains qu'on utilise tous les jours, des Slack, des Messenger, des WhatsApp ou iMessage. Et on s'est dit, on va proposer la même expérience qui existe dans les outils qu'on utilise tous les jours pour communiquer avec sa famille et ses amis, mais on va apporter ça sur le B2B, donc pour les entreprises. Et donc, c'est une formule qui a marché. On a créé ça en 2015. Au début, on a eu 10 clients, et puis 20, et puis 50. Et puis, à un moment, ça a commencé à buzzer un petit peu sur Internet. On a eu 500 utilisateurs. Et puis, un de ces utilisateurs au Canada nous a mis sur une page sur Internet qui s'appelle Product Hunt, qui est en gros, pour le milieu un petit peu des initiés dans le monde des startups, c'est un petit peu Product Hunt, c'est un faiseur de roi aux États-Unis. C'est une page qui est très consulté dans le milieu un peu de la Startup Nation ou des Startup Nation, où tous les fans de startup vont consulter cette page et voir tous les nouveaux produits du moment et populaires. Et on est arrivé sur ce Product Hunt, qui était vraiment une communauté très fermée. On ne pouvait pas arriver sur ce système-là de manière aléatoire. Il faut vraiment que quelqu'un de la communauté mette un produit, tendance là-dessus. Et on a fait un carton là-dessus. Et en une journée, on passe de 500 entreprises à 4000. En une journée ? Ouais, en une journée. Et après, ça nous a propulsé. C'est-à-dire qu'en fait, du jour au lendemain, partout dans le monde, aux États-Unis, en Asie, en Europe, en Afrique, enfin partout,
Et comment on fait face du coup à cette augmentation d'une centaine de clients à 4000 d'un coup? Bon, on a fait les 2-12, comme on était avec mon associé Valérian, on n'était que deux à l'époque. Et donc, on a fait une rotation horaire. Lui, il se connectait plutôt la journée, moi la nuit. Il fallait faire face à l'afflux de clients. On avait ces clients, et nouveaux clients, nouveaux utilisateurs, ils faisaient face à des nouvelles problématiques qu'on n'avait jamais imaginées. Et donc, on a amélioré le logiciel petit à petit en fonction de leurs besoins, et c'est ce qu'on a toujours fait. Et donc, il a fallu après croître un petit peu l'équipe. Du coup, l'embauche de premiers Voilà, salariés. en support client notamment, pour que nous, on puisse se concentrer à la tâche d'améliorer le logiciel, faire du marketing, Sortir etc. un peu la tête de l'eau aussi, Voilà, et puis exactement. voir l'avenir, faire Et de nouveaux donc, projets. petit à petit, avec toutes les demandes de ces clients, on s'est rendu compte que petit à petit, on avait des sociétés de plus en plus grosses qui nous utilisaient. On a commencé à modifier Crisp pour pouvoir bah, se plier aux attentes de ces entreprises de plus en plus grosses. Donc à l'époque, on avait simplement un chat sur le site internet. Donc un chat qui permet aux clients, depuis le site internet, de poser des questions. Ces entreprises, petit à petit, nous ont dit, mais pourquoi je ne pourrais pas rajouter le mail? Bon, ok, on va rajouter le mail. Et puis, ok, le mail, c'est génial. Est-ce que je ne pourrais pas connecter WhatsApp maintenant? Pourquoi pas? Allez, rajoutons WhatsApp. Et petit à petit, on est arrivé avec un outil qui est connecté à peu près tout et n'importe quoi. Et avec toutes les demandes de ses clients, petit à petit, aujourd'hui, on a un logiciel qui est parmi les leaders sur le marché. Et de plus en plus, on a des plus en plus grosses structures qui nous utilisent, hein. Aujourd'hui, on a une dizaine de sociétés du CAC 40 qui nous utilisent. On a des associations, des organisations gouvernementales, etc., qui utilisent CRISP. Donc c'est une vraie fierté aujourd'hui pour nous d'avoir créé à la base un petit truc en étant étudiant et aujourd'hui qui a un impact énorme. Parce qu'aujourd'hui, CRISP, quand même, on a 200 millions de personnes par mois, hein, qui passent sur notre plateforme pour obtenir de l'aide de la part d'une société, d'une association, d'une organisation gouvernementale. Ah, c'est énorme, mais c'est magnifique comme histoire. Et on s'est dit, c'est un petit peu révolutionner aussi le futur de la relation client parce que aujourd'hui, enfin, du moins à l'époque, le support client, c'était quoi? C'était soit on envoie un mail à une société et on espère avoir une réponse un jour, ou alors on appelle une entreprise ou une organisation par téléphone sur un numéro en 0800 quelque chose. On arrive sur un standard, on tape 1, 2, 3 et à la fin, on tombe sur une personne qui comprend vaguement notre problème et au bout de 30 minutes, notre problème est résolu. Et on s'est dit, mais le futur, pour nous, c'est la communication par chat. Et ça nous paraissait être une évidence. Et aujourd'hui, c'est génial de voir qu'on a une partie de cette mission est réussie, puisqu'aujourd'hui, des centaines de milliers d'entreprises utilisent CRISP pour faire du support client et donc offrir un support client top niveau multicanal par chat. C'est une vraie fierté pour nous. Et en fait, c'est un outil qui est utilisé par des milliers de personnes. Enfin, moi, par exemple, ma mère, elle a 64 ans. Et parfois, ça lui arrive d'avoir besoin d'aide d'une entreprise. Et en fait, elle voit un chat CRISP sur leur site internet. Et elle utilise CRISP. Et aujourd'hui, pendant des années, on a fait face à une réticence des sociétés qui se disaient oui, mais nous, finalement, on a un cabinet d'avocats, peut-être que nos utilisateurs, ils sont pas très de chat. Ou alors, nous, on est une société, on a des seniors, le chat, pas trop. Et en fait, finalement, pas du tout. Par exemple, les avocats. Ils sont quand même relativement conservateurs, hein, dans leur Ouais, et modèle de en fait, on fonctionnement. leur a fait une intégration par SMS, par texto. Bon, tout le monde sait utiliser un texto. Euh, et donc finalement, on a un outil aujourd'hui qui est connectable à tout et n'importe quoi, et même au téléphone. Et donc Ouais. finalement, on peut avoir un outil unique pour gérer toute la relation client en un seul endroit. Donc, quand on dit que c'est un outil multicanal, c'est pas. Et on a même fait C'est tous récemment les canaux, en fait. une preuve de concept pour le 1er avril, et on a connecté Crisp au Minitel. Extraordinaire. Et en fait, on s'est dit, si Crisp avait été créé en 1981, qu'est-ce que ça aurait été? Et en fait, on s'est dit, à l'époque, ça aurait été le Minitel. Et il se trouve qu'on avait un Minitel au bureau, et donc à coup de fer à souder, on l'a fait revivre. Mais j'ai vu la vidéo, Et donc je la conseille à mais tout le on monde. l'a, enfin, sur la vidéo, on a l'impression que c'est juste une blague potache, mais on l'a réellement fait. C'est juste un petit délire d'ingénieur, mais ça montre qu'aujourd'hui, on peut connecter Crisp à tout et n'importe quoi.
Non, c'est une histoire et c'est vrai que le Minitel, voilà, c'était assez drôle, mais c'est extraordinaire de pouvoir faire ce type de choses et puis surtout d'avoir ces canaux de chat et pas que. Mais alors du coup, tu disais que tu as du coup rencontré ton co-associé à Oui. l'école. C'est quoi en fait cette rencontre? C'est quoi l'idée derrière? Et puis surtout, voilà, à quel moment vous vous êtes dit tous les deux, allez, on se lance. L'idée, le déclic de l'entreprise. Bon, en fait, à la base, donc, on est deux à avoir créé Crisp à la base. Donc, Valérian Salio et moi-même, Baptiste Jamin. On a créé tous les deux à la base une multitude de projets qui ont bien planté. Enfin, et d'autres qui ont réussi d'ailleurs, hein. Ouais, mais c'est Mais empirique en fait. on a commencé très très tôt, hein. On est vraiment tombé dans la marmite étant petit. Moi, j'ai commencé à coder à 12 ans, Valérian à peu près à 15 ans. À l'époque, on se connaissait pas, donc, hein, on était tous les deux ados sur Internet. On créait nos petites, pas entreprises, mais des startups sans vraiment l'être. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'existence juridique, mais elles offrent un service à des utilisateurs. Valérian, il avait créé un système qui s'appelle Japix, qui était, on va dire, un peu un WhatsApp avant l'heure. Donc, un outil qui a été utilisé par des milliers d'entreprises et de sociétés. Moi, j'avais créé un système qui s'appelle Randomail en étant ado et qui permettait à des gens de créer des alias virtuels pour leur boîte mail. Donc, par exemple, certains utilisateurs d'Apple savent que maintenant, on peut se connecter se connecter avec Apple sur son iPhone. Donc, plutôt que se connecter avec Google ou Facebook, on a un petit bouton qui noir connecté avec Apple. Et avec ce bouton-là, on peut donner une fausse adresse email Apple à un site internet. On n'a pas besoin de donner son vrai email. C'est une sorte de VPN en fait. C'est un VPN du mail un petit peu. Et donc l'avantage, c'est que, admettons que cette société, elle revende votre boîte mail ou qu'elle vous envoie du mail publicitaire, ce mail va être redirigé vers votre boîte mail principale, mais le jour où vous ne voulez plus recevoir, vous supprimez l'alias mail et vous ne recevrez plus rien. Et donc j'ai créé ça à l'époque quand j'avais 17-18 ans. J'ai eu 200 000 utilisateurs sur mon service. C'était vraiment un service où il n'y avait pas d'ambition commerciale ni rien, hein. C'est juste pour la beauté du geste, avec peut-être l'ambition un jour d'en faire quelque chose de sérieux. Et tester des choses, Voilà. les challenger, c'est ça qui est la base de l'entreprise en fait, de l'entrepreneuriat. Et puis, avec Valérian, petit à petit, on a commencé à faire des études. Et puis, on se rend compte à l'école d'ingénieur, en Bretagne, à Lannion, sous la pluie. Et voilà, c'était une rencontre amicale et entrepreneuriale, puisque c'est la première fois où moi, je rencontrais quelqu'un de comme moi, avec les mêmes ambitions et un parcours atypique, et lui de même. Et donc, naturellement, on est venu à échanger. À l'époque, on était en alternance dans des grandes entreprises, hein. Moi, chez Orange et lui chez Ericsson. C'était des bonnes entreprises formatrices, mais terriblement ennuyantes. Et donc, moi, j'ai craqué et j'ai arrêté, j'ai quitté mon entreprise et on s'est mis enfin, moi, je me suis mis à l'époque à plein temps sur Crisp. Valérian, il a continué un petit peu parce qu'il fallait faire plaisir aux parents et avoir un diplôme à la Il fin. faut effectivement sécuriser le diplôme. Moi, je me suis dit, bon, au final, le diplôme, enfin, je me suis dit, Crisp, ça marchera de toute manière. Donc, le diplôme, je m'en fous et j'en aurais pas besoin. Ouais, non, Et voilà, bon, Crisp, ouais. ça a eu la malchance de marcher et tant mieux pour nous. Ouais, oui, tant mieux pour vous et tant mieux pour les utilisateurs aussi. Très important. Non, mais c'est très beau cette histoire parce que du coup, en fait, même avant de détenir un diplôme, tu t'es lancé dans le risque en fait de la société. Oh, c'est pas du risque. Enfin, quand on est étudiant, qu'on est hébergé par papa-maman ou alors qu'on est en CTU avec les APL, le risque, il est minime en fait. Il est relatif, mais il faut tout de même avoir l'idée, il faut tout de même se dire, allez, je me lance, Quand je on crée ma est, société. quand on est étudiant ou lycéen ou collégien, on n'a pas, en vrai, une fois que les devoirs sont faits, quand on est fait, et quand on n'est pas très fêtard, on a une Du temps. chier de temps libre. Enfin, on a plein de temps libre et donc, Penser, imaginer, créer. nous, ayant l'esprit un peu bosseur, un peu, enfin, on adorait ça. Enfin, on préférait finalement passer du temps à être connecté avec des jeunes du monde entier qui avaient la même passion que nous,
Alors, on était connectés tous les deux dans des réseaux différents, parce qu'on ne se connaissait pas, mais moi sur MSN, lui sur d'autres réseaux, et à des jeunes du monde entier. Moi, j'étais connecté avec des jeunes que j'ai connus plus tard dans la vie réelle, mais à l'époque, on avait quoi? On avait 15 ans, on se connectait par MSN, on avait tous un pseudo, et on collaborait ensemble à créer des projets, quoi. Ouais, non, c'est C'est l'avantage d'Internet, un peu plus de des barrières. startups avant l'heure. Et bon, finalement, comme on a pu jouer un peu à la startup sans vraiment créer des startups, puisque on n'avait pas d'entité juridique, pas d'association, pas de, pas de société tout court, pas de déclaration CNIL, c'était YOLO sur Internet. Et de toute manière, on est C'était le anonyme. Far West. C'était tout à fait le Far West et c'était pas plus mal comme ça. Et du coup, justement, à un moment donné, il a fallu créer sa société. Ouais. Et on arrive sur la partie un peu plus juridique de cet épisode. Et on va parler accès au droit, vulgarisation. Et du coup, toi, quand tu as créé ta société, comment tu as pu avoir accès à un avocat, un expert comptable? Est-ce que cet accès-là a été facilité? En fait, on a choisi l'option Far West. Donc on s'est dit, à quoi bon de toute manière avoir un avocat, un comptable, si de toute manière notre société, ça se trouve, dans 1 an, on l'aura totalement planté. Et Parce donc qu'il y a le cas de 9 cas sur 10. et en fait, on s'est dit, plutôt que commencer par aller voir un avocat, une banque, un comptable, on s'est dit, on va se concentrer sur notre offre, notre solution, on achète un nom de domaine. Plutôt que le nom de domaine, on l'achète en tant qu'une entreprise, on va l'acheter en nom propre et puis si ça marche, on le transférera à la boîte. Les serveurs, on les paye avec la carte bleue perso, enfin tout était comme ça. Les clients, au début, on n'en a pas, donc on les fait pas payer. Et pendant des mois, en fait, on a distribué comme ça notre produit gratuitement. On a distribué le produit gratuitement. Oui, c'était pour tester l'idée, en fait. Voilà. On teste l'idée et finalement, ça a été pratique parce que le fait, comme on était un produit en ligne qui ne nous coûtait rien, qu'on était étudiant et donc notre vie ne nous coûtait rien, ça nous a permis de tester le marché, on va dire, très simplement et de voir l'appétence. Est-ce qu'on a besoin tous les jours de faire des appels avec des gens pour les convaincre ou est-ce que naturellement, par l'effet de la nation Internet et de réseau, est-ce que des utilisateurs vont être convaincus de ce qu'on fait, vont s'inscrire, etc. et vont recommander. Et c'est plutôt la deuxième option qui s'est produite. C'est-à-dire que on a vu un effet de réseau énorme, c'est-à-dire un effet de boule de neige. C'est-à-dire qu'on a une petite boule de neige, on la lance et ça devient une boule de neige énorme. Et quand la boule de neige est devenue suffisamment grande, on s'est dit, c'est le moment de faire payer les utilisateurs. Et c'est souvent à ce moment-là, où on a besoin d'une entité juridique pour pouvoir facturer. On a été voir à l'époque, on a eu un call avec une avocate parisienne, tout le monde nous disait, il faut faire une SAS, faut faire une SAS, faut faire une SAS. On ne savait pas. On a été voir une avocate en lui disant, nous, on ne va pas lever de fonds de toute manière. Qu'est-ce qu'on fait? Franchement, si on avait pu avoir un outil genre simili auto-entreprise à deux, ça nous aurait tout à fait été. Il s'avère que ça n'existe pas et donc on nous a dit pourquoi pas une SARL? Ouais. Comment ça, une SARL? Pourquoi pas une SARL? C'est atypique dans le monde des startups. Et en fait, on nous a dit SARL, finalement, c'est un peu l'entité de la boulangerie à papa ou du fleuriste ou du maçon. Et en fait, c'est une entité qui est géniale parce que c'est plutôt juridiquement simple. C'est juridiquement simple, en gérance égalitaire, donc à 50-50, donc même protection. En fait, c'est finalement la SARL, c'est un peu comme être freelance sans être freelance, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a envie de se payer, on prend de l'argent du compte de la boîte, une fois par an, on régule ça bien avec une déclaration URSSAF. Et tout est fait en bonne et due forme. La SARL, c'est effectivement beaucoup plus des sociétés type artisanales qui ont ce type d'entité juridique. Il y a un agrément qui est obligatoire, ce qui permet de protéger un peu le capital social. Donc on ne peut pas céder en fait ces parts sociales comme on a envie. Il faut l'agrément de l'autre. Et puis il y a aussi un avantage fiscal, puisque vous êtes TMS, Absolument. donc vous êtes moins taxé. Mais alors, c'est vrai que dans le monde des startups, c'est souvent des SAS, même à 90% du temps, parce qu'il y a cet objectif de lever des fonds et du coup de la facilité
voilà, de lever ses fonds via cette entité. puisque Franchement, c'est très pour des conventionnel. entrepreneurs qui aujourd'hui veulent créer une entreprise tout seul, SARL c'est pas mal, enfin, du coup ce sera une URL, ou alors créer une société à deux en égalitaire, SARL c'est pas mal aussi, à condition que les entrepreneurs en question ne lèvent pas de fonds. Nous c'était notre cas et en fait ça a été plutôt pas mal. Vous en êtes satisfait? Oui, on a même créé notre société, enfin de manière tout à fait simple. On a été sur Infogreffe et on a créé le pack, le truc tout par Et vous défaut à l'avez- Infogreffe où on paye 100 € et tout est incorporé automatiquement et publié dans les journaux automatiquement. C'est ce qu'on a fait, ça a été extrêmement simple. On a pris un compte bancaire chez Conto, Oui, ça se fait de, oui, qui est très simple. ça se fait de plus en plus. On a pris un comptable qui nous a été recommandé sur Paris, qui avait une connaissance un petit peu des startups, où en gros on faisait un export CSV une fois par mois de toutes nos factures, on les envoie au comptable, on lui file accès à nos comptes PayPal et nos comptes Stripe, le dossier est plié, le souci légal, juridique et financier est terminé, on peut se concentrer maintenant Sur le dur du sujet. sur le votre dur du projet. sujet qui est faire tourner une entreprise, acquérir des utilisateurs, améliorer la solution. Et du coup, du moment où vous avez voulu en fait créer votre société, donc rédaction des statuts et dépôt du dossier au greffe, en combien de temps ça s'est fait? Accès à l'avocat et cabis? C'est simple en vrai, je sais pas, ça met 2 semaines, même pas. Oui, oui, alors, non, mais je confirme, en fait, ça s'est radicalement simplifié, surtout si on opte pour des statuts relativement simples et si on met peu de clauses à l'intérieur. Mais du coup, tout dépend en fait de ce qu'on veut mettre dans nos statuts. Ouais, nous à l'époque, un truc que j'ai pas dit, mais on voulait se lancer aux États-Unis. On est même parti aux États-Unis à un moment parce que, bon, on s'est dit à un moment, on va peut-être lever des fonds aux États-Unis. Plusieurs VC aux États-Unis voulaient nous donner de l'argent. Au final, on s'est rendu compte que les États-Unis, ça ne nous plaisait pas, etc. On tombe à peu près au moment de l'élection de Macron. On s'est dit, on va devenir une startup nation en France. Finalement, tout va être simplifié. Finalement, pourquoi pas revenir en France? Donc, on a créé notre société en novembre 2017. C'est pile le moment où tout a commencé à être migré, c'est-à-dire que le statut du RSI est terminé. Enfin, il y a eu plein de changements. On a eu des petits soucis au niveau des greffes et notamment pour moi au niveau de mon statut TNS, parce que comme on était en gérance égalitaire, je pense qu'on a créé un problème au niveau de l'export Excel du RSI vers la sécurité sociale des indépendants et je suis disparu des radars. Donc bah voilà, mais bon, finalement, il faut savoir que quand on a des problèmes comme ça en France, il suffit d'envoyer un courrier recommandé presque automatiquement. Vous allez sur le site de la Poste une fois par mois, vous envoyez un courrier recommandé jusqu'au jour où quelqu'un se réveille. Moi, j'ai même été jusqu'à envoyer un courrier à l'Élysée pour que mon dossier avance. Quelqu'un de l'URSSAF m'a appelé 2 ans après. Tout mon dossier a été repris depuis le début à la main, mais bon voilà. Finalement, je trouve que beaucoup de choses ont été simplifiées en France. Créer sa société en France, c'est pas si compliqué que ça. C'est même plutôt simple. La gestion est plutôt très simple. Quand vous vous plantez, vous les appelez, ou le comptable les appelle, c'est corrigé. Pendant des années, moi j'ai toujours entendu dans ma famille des chefs d'entreprise dire créer une entreprise en France, qu'est-ce que c'est compliqué, qu'est-ce que c'est cher, et puis embaucher des gens, c'est compliqué. Finalement, c'est extrêmement faux. Créer une entreprise en France, ça coûte pas si cher, à condition qu'en fait, on reste dans la simplicité des structures. C'est-à-dire quand on a une structure plutôt simple, nous, la SARL, c'est plutôt le cas, ça va. Après, c'est vrai que dès qu'il faut changer de siège juridique, donc quand on déménage... Oui, transfert de siège social. Transfert de siège social, etc. C'est compliqué. En fait, le vrai sujet dans les constitutions de société, c'est de savoir si, on fait des statuts simples et si on fait à côté un pacte d'associés. Donc c'est ça qui va prendre du temps, la rédaction d'un pacte d'associés entre les cofondateurs en fait. Mais si on n'a pas de pacte et qu'on reste sur des statuts classiques, effectivement ça va très vite, en l'espace de 2 semaines, Ouais, on peut absolument. tout avoir affaire à un cabis. Et ensuite les transferts de sièges sociaux, les petites modifications des statuts, tout ça aussi se fait relativement simplement avec un procès verbal d'assemblée Ouais, d'ailleurs, générale. je ne sais pas comment vous faites les avocats, il faut me dire ça immédiatement. C'est que j'ai remarqué, donc nous on passe maintenant, comme on n'a plus envie de faire nous-mêmes les transferts de sièges, tout ça, on fait appel à des avocats.
et qui font ça très bien. Et en fait, j'ai remarqué que quand il y a un procès verbal ou un changement de statut, vous arrivez à reprendre la charte graphique du PV original, genre avec la même typo, etc., sans tout réécrire. Dites-moi comment vous faites. Ah ben c'est parce que en fait, on reprend toujours l'ancien PV sur lequel s'est fait le modèle en fait. C'est une sorte de D'accord. voilà. Oui, mais quand vous n'avez pas chez le truc Word, comment vous faites? Alors, souvent c'est très simple. Hein, je veux dire, c'est toujours les mêmes résolutions. Où on change voilà les quelques phrases, Ouais, transformer le mais siège, alors etc. admettons maintenant que tu es en bas de page et que la phrase, elle va faire sauter une nouvelle page. Alors malheureusement ça arrive souvent et il faut être un peu un professionnel du Word. C'est-à-dire qu'il va changer tout, il va falloir changer tous les Ouais, numéros de mais page, de temps en etc. temps, ça peut prendre beaucoup de temps parce que justement, on a des problèmes de, d'alignement. Et puis souvent, en fait, les clients nous envoient leur propre PV Oui, lorsqu'on récupère un client. oui. Les clients nous disent, bah, j'ai mon juridique qui était tenu par un ancien avocat, je suis plus satisfait, je viens vers vous, ou par mon expert comptable. Et du coup, ils nous envoient tout l'historique, en Oui. fait. Et donc, nous, on va évidemment se baser sur ces PV qui ont été faits, qui ont été réalisés avant, mais souvent on est obligé de tout remodifier, tout reprendre, ou de changer les typos, ou de changer Ouais, quand il y a la rotation, quand c'est un scan de Oui, bien documents et sûr. pas Bah, forcément ça parfait. prend des heures, hein, parce qu'il faut du coup, il faut les mettre dans le bon sens, les imprimer, les relire. C'est aussi un peu une audite, hein, à chaque fois. C'est un Ouais. audit, en fait, à chaque fois qu'on fait, quand on récupère un nouveau client. Donc, ça prend du temps, et c'est là où aussi notre plus-value. C'est du coup le temps qu'on met sur un dossier. C'est aussi là où on va spotter toutes les petites erreurs, où on va mettre tout au carré pour que le client ensuite il n'ait pas à s'inquiéter et qu'il puisse se concentrer véritablement sur son métier. Et c'est là où il est toujours important d'être conseillé par son expert comptable, par son avocat, par aussi d'autres entrepreneurs. C'est pouvoir être conseillé sur beaucoup d'éléments, parce que l'entrepreneur en soi est toujours dans la machine à laver. Il doit arbitrer sur beaucoup de sujets Ah oui. fiscaux, sociaux, enfin la comptabilité, le juridique. Sur des sujets dans lesquels il n'a pas vraiment de spécialité, et pourtant la responsabilité, c'est lui qui l'apprend en fait. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on est là pour tout mettre d'équerre quand on reçoit un client, pour lui donner toutes les options possibles, mais à la fin, c'est lui qui arbitre. Ok. Mais on doit lui donner les options d'agir. Et c'est ça, en fait, notre métier, notre plus-value. Et ça, c'est toujours important de le rappeler. Après, effectivement, quand on est quand on reçoit un procès verbal, il y a toujours ces petites questions de forme. Ouais, ça m'a etc. toujours amusé de voir, mais comment ils ont fait? Genre, on dirait que enfin, c'est assez incroyable. Non, mais après, il faut pas se mentir, il faut avoir un discours de vérité. Souvent, ce qu'on appelle le secrétariat juridique, hein, Ouais, c'est souvent stéréotypé. ok. Je veux dire, on ne change pas non plus la face du monde pour un transfert de siège social. Ouais. C'est souvent la même chose, et on a tellement l'habitude aussi qu'à un moment donné, voilà, Ok. on rédige ça de manière... Et donc, par exemple, ouais, nous, rapide. pour continuer sur le sujet du juridique et tout, on a toujours considéré que le choix par défaut était le meilleur. Ouais. Tu vois, c'est comme les paramètres d'un iPhone, ben, faut pas les changer, quoi. Parce qu'en fait, dès que tu changes quelque chose, il va y avoir une mise à jour qui va casser ton truc. Et donc, si on compare l'iPhone et le juridique français, bah, si tu changes un peu les paramètres, tu risques d'arriver dans un cas particulier, etc. Donc, nous, on considère toujours que le choix par défaut que tout le monde utilise est le meilleur et le plus simple. Et donc, par exemple, bah, quand on a un problème légal, fiscal, on va dire toujours à l'avocat, c'est quoi l'option la plus courante et l'option par défaut? Qui est Et, souvent la meilleure. et en fait, c'est souvent la meilleure. Et en fait, ça simplifie nettement notre décision, en fait. Et même parfois, par exemple, admettons qu'il y ait une option qui va nous coûter un peu plus cher, même en termes de taxes ou je sais pas quoi. Eh ben, on va prendre quand même l'option par défaut, parce que finalement, c'est l'option qui va nous demander le moins de temps Ouais. et le moins de problèmes. Par exemple, nous, il y a des fois où des fiscalistes, etc., nous ont opté pour des montages juridiques super complexes avec 3 sociétés dans un ensemble, etc. C'était super complexe. En fait, on s'est dit, mais en fait, on va passer plus de temps à maintenir ce montage-là en fait, on s'est dit, bah, nous, notre plus-value en tant qu'entrepreneur, c'est notre produit, c'est notre marque, enfin, c'est ce qu'on fait au quotidien. Et finalement, on préfère payer un peu plus cher pour avoir un truc simple. Et de toute façon, le coût que ça va nous coûter,
on va se rattraper parce qu'on sera plus efficient sur notre taf au Et c'est quotidien. toujours le même sujet, en fait, à partir du moment où on commence avec sa société d'exploitation. Puis ensuite, on voit que ça commence à marcher. Du coup, on va créer des holdings patrimoniales au-dessus. On va faire des schémas avec une UCO aussi, etc. Et on arrive sur un schéma de société, une architecture sociétale très compliquée. Oui. Or, très souvent, effectivement, il faut aller au plus simple parce que le plus simple marche. Mais pour ça, il faut être bien conseillé. Il faut aussi bien vérifier l'activité de la société puisque ces schémas d'ingénierie sociétale vont forcément être commandés aussi par l'activité de la société et par la personnalité aussi des dirigeants, il ne faut pas se cacher, et puis par les différentes branches d'activité. Donc ça, c'est très important et effectivement, il faut toujours privilégier le plus simple parce que ça, voilà, c'est toujours ce qui marche et ce qui fonctionne. Oui. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on le voit. Quand c'est simple, c'est beaucoup plus simple, enfin, mentalement pour nous à gérer, on n'a pas à réfléchir et au final, on peut se concentrer sur ce qui a de la valeur pour nous. Oui, de la valeur ajoutée, votre métier en fait. Et donc, ouais, pareil, quand on a un appel avec un avocat, un fiscaliste ou notre comptable, à chaque fois, c'est toujours c'est quoi l'option la plus simple et l'option par défaut. Évidemment, l'avocat, il va dire bah, c'est celle-là, et ben, on prend celle-là. Ouais. Et, voilà. Et justement, ça c'est très bien de le préciser, parce que souvent ce sont des schémas juridiques complexes ou pas, mais quoi qu'il arrive, il y a toujours une vulgarisation un peu de la solution. Il faut toujours que l'avocat puisse expliquer simplement la solution à prendre pour que son client comprenne l'ensemble des enjeux en fait, juridiques. Et ça c'est important, puisque malheureusement on entend trop souvent des clients qui disent mais attendez, j'ai rien compris en fait. Ouais, mais on arrive souvent, je ne sais pas si certains ont vu certains sketchs des Inconnus dans les années 90. Ils avaient fait un sketch sur le principe des langages hermétiques. Oui, c'était extraordinaire. Et donc, c'est un homme qui est joué par Didier Bourdon, je crois, qui a différents problèmes. Et en fait, il y a son concierge, son artisan, puis après son concierge, puis son avocat qui lui cause problème, son garagiste. Et à chaque fois, ces gens-là lui parlent dans un langage totalement incompréhensible. C'est le fameux langage hermétique. Et ils ont un peu repris ce concept-là dans le film Les Trois Frères. Au moment où ils rencontrent le notaire, c'est un peu la scène des 100 patates. Et où la fameuse histoire d'héritage, et finalement l'héritage ils l'ont pas parce qu'ils n'avaient pas compris toutes ces histoires de jus de fruits, enfin de jus fruits pardon. Et en fait, oui, non, c'est exactement ça. En fait, c'est un petit peu une caricature, mais au fond il y a un peu de vrai là-dedans et que dans les conseils c'est pas juridiques, un peu de vrai, etc. C'est un vrai problème. Et en fait parfois, nous ça nous est arrivé où on nous explique quelque chose. Et en fait, à la fin, on finit par dire mais faut tout me réexpliquer là parce que en fait, je n'ai rien compris. Et c'est assez terrible parce que finalement, en réexpliquant le problème, finalement l'option elle est assez simple, mais c'est un peu dommage quoi d'arriver à des termes si complexes. Oui, c'est dommage et puis c'est jamais en fait le but. Pourquoi on va voir un avocat? On va voir un avocat ou un expert comptable ou un conseiller en fiscalité par exemple, pour avoir une idée claire et une solution rapide à une problématique. On n'est pas là pour perdre du temps, il faut donc toujours rephraser, réexpliquer et être en fait très pédagogique. Il faut toujours pour le conseil être pédagogique puisque c'est ce que vient rechercher ses clients. Mais il y a aussi un autre sujet que j'aimerais bien aborder pour la fin de ce podcast, parce que c'est quelque chose qui est très symptomatique de ton projet, oui. Qui te démarque avec ton cofondateur, et qui est un sujet très juridique, mais aussi très actuel. Vous avez décidé avec tous les deux de ne pas faire de levée de fonds, alors qu'on est dans une espèce de startup nation, où la levée de fonds, pour beaucoup de jeunes ou de moins jeunes entrepreneurs, est un objectif en soi. On crée une société aujourd'hui, on crée une start-up dans les incubateurs pour en fait faire de la levée de fonds. Et vous avez pris le contre-pied de ça, et justement, ne pas faire de levée de fonds. Vous avez créé votre société, non pas pour faire de la levée de fonds, mais pour la développer sur vos fonds propres,
Ce qui a évidemment des qualités extraordinaires, puisque vous maîtrisez votre table de capitalisation, et vous n'avez pas d'autres... Oui, il y a plein d'autres avantages à ça. Oui, c'est ça qui a énormément d'avantages, c'est que vous n'êtes pas dilué, et en même temps, vous avez un cercle vertueux où vous financez, vous autofinancez. Je vais t'expliquer les avantages qu'il y a à ça. Bon, en gros, nous, du coup, comme j'expliquais avant, on a créé des projets avant, quand on était ado, et en fait, on s'est toujours imaginé une société, enfin un projet, comme étant quelque chose d'assez simple. Il y a des gens qui cofondent la boîte, on fait tourner le bébé, et si le bébé marche, eh ben, il y a des excédents budgétaires, on peut réinvestir ces excédents, etc. Quand on a créé Crisp au début, on était en pleine hype Startup Nation. Et en gros, il y avait vraiment cette tendance, et notamment certains fonds parisiens qui ont créé cette culture-là, c'est ce qu'on appelle le Go Big ou Go Home. En gros, j'explique. Soit vous serez une licorne valorisée 1 milliard, soit vous ferez un projet de merde dans votre chambre. En gros, ce qu'on appelle une muse aussi. En gros, un projet qui vous rendra heureux et riche, ou à peu près, enfin vous en vivrez. Donc en gros, soit vous ferez un petit truc dont vous en vivrez, soit vous ferez un truc énorme et un jour vous rentrerez en bourse. En fait, on s'est toujours dit, mais il y a peut-être un monde énorme entre les deux. Pourquoi il n'y aurait que ces deux options-là? Et en fait, au début, on s'est vraiment fait moquer de nous parce que nous, on n'était pas vraiment chaud pour lever des fonds. Et même à un point, on s'est dit, mais nous, on ne veut pas lever de fonds, mais tout le monde dit qu'on est ridicule à ne pas lever de fonds. Et il y avait tellement de fonds qui nous contactaient, on parle de 1 à 2 fonds par jour. Ah oui, à ce point-là. Ouais. C'est énorme. Donc on a fini par en contacter, enfin accepter certains calls avec certains, ça n'a pas été plus loin. Oui, le C'était contact juste pour avec comprendre était compliqué. qu'est-ce qu'ils ont de si spéciaux, ces fonds. Donc moi j'ai fait des meetings assez surréalistes dans des fonds parisiens où tout est en marbre, les partenaires sont en costard cravate, tu arrives sur une grande table où ils sont tous en train de te regarder, toi t'es avec ton t-shirt de boîte et t'es en train de faire un pitch de ta boîte en gros. Et en fait, il s'est arrivé une rencontre assez intéressante pour nous, c'est qu'on a rencontré une boîte qui s'appelle Hotjar qui n'avait pas levé de fonds. Donc c'était une entreprise qui faisait, je sais pas, 10 millions de revenus annuels, 50 salariés et qui n'avait pas levé de fonds. Ils nous ont invités à une conférence chez eux. Et à cette conférence-là, à la fin, il y avait un ancien VC qui était là et qui a regardé nos métriques, enfin nos chiffres, et il nous a dit, bon les gars, aujourd'hui, certes, vous faites 5 000 euros de revenus annuels, 5 000 euros de revenus mensuels. Regardez vos stats. Genre, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Regardez, on va extrapoler à 1 an. Genre, depuis 1 an, vous avez des chiffres qui sont mathématiquement réguliers. Regardez dans 2 ans, dans 3 ans. Regardez, refusez toute offre de levée de fonds, puisque dans 1 an, de toute manière, c'est bon, vous êtes les rois du pétrole, vous faites ce que vous voulez. Donc attendez. Genre, attendez, vous n'en avez pas besoin. Et en fait, quand on s'est vu ça, on s'est dit, mais attends, il y a une autre possibilité de boîte. Cette boîte Hotjar, visiblement, c'est une boîte qui marche bien. Ils ont la tête bien faite, ils ont l'air d'être très heureux, enfin, tout marche bien, c'est une entreprise normale. Pourquoi on ne ferait pas comme eux? Et en fait, on a fait comme eux et tout s'est bien passé. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de lever des fonds pour lever des fonds. Enfin, je n'ai rien contre les startups qui lèvent des fonds, mais on me demande toujours mon avis sur est-ce que tu es pour la levée de fonds ou est-ce que tu es contre? Je m'en fous. Je m'en moque. C'est pas ton sujet. Je m'en moque, mais totalement. Pour autant, on n'est pas obligé de le faire. Et nous, on n'a pas eu besoin de le faire. Aujourd'hui, nous, Chris, tous les ans, il y a des excédents. Ces excédents, on les réinvestit. Et on arrive dans un cercle de boîtes vertueux, finalement. On fait un produit pour nos clients nous payent. Avec ce qu'ils nous payent, on se paye. Ça crée des excédents, on les réinvestit. Ça nous permet d'avoir plus de clients, etc., etc. Et c'est un modèle tout à fait vertueux. Il faut savoir que quand on rentre dans une levée de fonds, on peut rentrer dans un problème qui est, en effet, les problèmes de dilution, mais pour moi, ce n'est pas le problème principal, c'est plutôt un problème de c'est un peu comme le surendettement, en fait. C'est qu'en gros, vous ne faites pas assez de revenus aujourd'hui, donc vous allez lever des fonds pour corriger ce problème et pour pouvoir avoir de la croissance. Ces fonds, quand vous allez lever, ils vont vous demander certains objectifs. Des objectifs de croissance. Pour pouvoir obtenir ces objectifs de croissance, il va falloir embaucher pas mal. Ces embauches vont vous créer un tas de problèmes de structuration de boîte, parce que quand vous êtes 5 et qu'il va falloir embaucher 50 personnes et que vous n'avez jamais managé de votre vie, ça va être compliqué. Vous allez le faire quand même. Et donc, vous allez arriver dans 18 mois à 50 personnes
avec un burn énorme, il va falloir relever des fonds. Du coup, pour se tenir cette levée de fonds, il va falloir rembaucher des gens. Ça va empirer le problème que vous aviez initialement. Et on arrive dans des boîtes qui disent à chaque fois, on lève parce qu'on n'a pas atteint une taille critique. En fait, je sais très bien ce que ça veut dire la taille critique. Quand on dit qu'on n'a pas atteint une taille critique, c'est qu'en fait, on est dans un cas de surendettement de boîte. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un modèle où on brûle trop d'argent et en fait, comme on brûle trop, on est obligé de relever parce qu'on n'a pas encore cette taille critique. Et en fait, ces boîtes-là n'auront jamais la taille critique. Ouais. C'est problématique parce que c'est malheureusement, enfin, ce que je trouve véritablement important, c'est de prouver qu'il y a une autre voie. Mais Ouais. ce que tu dis est vrai et on le voit aujourd'hui sur de nombreux dossiers. On voit des sociétés qui lèvent régulièrement une à deux fois, voire deux fois par an des fonds, plusieurs millions d'euros de levée de fonds. Et en fait, quelques années après, elles sont procédure collective. Et ça, c'est parce qu'il y a eu effectivement un modèle qui n'a pas été trouvé et qui s'effondre à un moment donné. Parce qu'on ne peut pas lever des fonds pour, en fait, simplement, le jour d'après, tout dépenser dans les salariés. Bon. Tout ça, il faut ce que j'ai dit sur le surendettement, et certains le trouveront peut-être un peu caricatural, mais je vois beaucoup d'entreprises sur lesquelles le modèle est très très vrai. Il est aussi possible, donc nous on a choisi l'option on lève pas de fonds, il y a aussi des boîtes qui font l'option hybride. En gros, on reste autofinancé donc dans un cercle vertueux pendant des années, et le jour où on se dit on a envie de faire un énorme coup de boost, moi, je connais des boîtes, d'un coup elles ont levé 20 millions et paf. Et en fait là on peut lever dans des termes fantastiques et on fait ce qu'on veut après. C'est une option aussi. Il faut savoir que l'avantage de ne pas lever, donc comme tu disais, il y a un avantage où la cap table est plutôt simple. Pour moi, c'est pas tant que ça l'avantage. L'avantage de lever des fonds, c'est que ça offre une liberté qui est absolument géniale. C'est qu'on fait ce qu'on veut. On est libre de ses échecs comme de ses succès. Et nous, on adore ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se permettre de complètement se planter sur un dossier. De toute manière, c'est pas grave. La société est en croissance. Si on se plante, on a essayé quelque chose, on fera autre chose. C'est pas grave. On a essayé une voie, la voie ne marche pas, on change de voie, et personne ne nous en tiendra à rigueur si ce n'est nous-mêmes. Et ça, c'est quand même génial. Et on peut se permettre parfois d'avoir des brins de folie, de créer des projets Minitel, des choses qui n'ont aucun sens financier, qui n'ont pas de... ce qu'on fait, c'est un petit peu de l'artisanat aussi. C'est parfois, on s'est tapé un kiff. Et voilà. Et, ça, le kiff n'a pas de prix, en fait. Oui, il n'a pas de prix. Et puis surtout, il est important puisque c'est aussi la base du métier, c'est la créativité. Sans cette créativité, tu n'aurais jamais eu ta société. Et puis, il est tout à fait possible de faire une boîte qui marche très bien sans lever des fonds. Il y a un tas de boîtes, par exemple, le MailChimp. C'est une boîte qui a été... c'est quand même très connu, MailChimp. Oui. C'est un système d'envoi de mail qui a été créé dans les années 2000. C'est une boîte qui est cotée... Enfin, je ne sais pas s'ils sont cotés maintenant, mais en tout cas, je crois qu'ils ont été rachetés. Une boîte qui a valu plusieurs milliards de dollars. Ils n'ont pas été cotés en bourse. Et qui n'ont même pas été, d'ailleurs... qui n'ont même pas fait de levée de fonds. Donc, il y a tout un tas de chemins possibles dans une boîte. Il faut juste savoir que tous les chemins sont possibles. Il ne faut pas vous brider les pistes. Après, libre à faire ce que vous voulez. Oui, non, mais ça, c'est vraiment le sujet. Il n'y a pas qu'un seul chemin, en fait, pour arriver à une entreprise à succès. Ouais. Il y en a plusieurs, et en fait, c'est le chemin qui vous ressemble en tant qu'entrepreneur. C'est surtout ça qu'il faut préciser. Et surtout, il y a aussi un autre élément, c'est lorsqu'on fait une levée de fonds, du coup, il y a un investisseur qui arrive, en fait, sur la top cable, et il y a forcément des grosses négociations de pactes d'associés et un board qui se crée, des décisions à prendre avec un veto des investisseurs. Et c'est là en fait où il y a une épée de Damoclès qui peut, pour certains entrepreneurs, se retrouver au-dessus de leur tête. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire attention. Alors moi, négocier des pactes, c'est ce que je fais, c'est mon métier. Du coup, c'est aussi ma passion. Hein, et accompagner les entrepreneurs dans ces schémas-là. Mais il faut avoir conscience que ce type de négociations sont rudes et qu'il faut avoir les... Une start-up, moi je vois un peu comme un groupe de musique parfois. C'est-à-dire qu'en fait, on a la solution soit d'avoir son propre label et on fait ce qu'on veut, on fait la musique qu'on a envie de faire.
Et parfois, va falloir certains fonds d'investissement, c'est un peu comme des grosses majors, quoi. Vous signez chez Universal, ils vont vous donner une tonne d'argent pour faire un tas de trucs. Après, peut-être que vous allez finir dans l'un peu commercial, faire des choses que vous n'avez pas tout à fait envie de faire en termes de production. Nous, c'est un peu comme si on avait notre label à nous, on fait ce qu'on veut, on s'autoproduit et on est très heureux comme ça. Ouais. Non, mais c'est un très beau, c'est une très belle expérience et qui ressemble en fait à toute l'aventure qui a été faite depuis le début. Alors pour clôturer ce podcast, parce que au-delà de l'absence de levée de fonds qui est assez atypique dans le monde de la Startup Nation, il y a aussi la localisation, Nantes. Et ça, c'est une question que je pose du coup à l'ensemble des entrepreneurs qui passent au cours de ce podcast. C'est quoi pour toi les atouts pour entreprendre dans le Grand Ouest? Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à baser ton entreprise ici à Nantes, ou ça aurait pu être à Lannion, Ouais. En fait, pendant des années, on n'a pas eu de bureau. Donc, on avait une boîte postale sur Brest. Je suis une boîte de domiciliation qui s'appelle Easy Corner. C'était des potes. Ça envoyait le courrier chez eux. Ils nous scannaient le courrier, ils nous le renvoyaient. Et ça marchait comme ça pendant des années où nous, on voyageait, on louait des Airbnb, on allait un peu partout dans le monde. Et jusqu'au jour où la boîte, elle a grandi un peu, il fallait qu'on recrute du monde. On s'est dit, et puis en même temps, quand tu voyages tout le temps, c'est compliqué de faire des relations durables, tu vois moins ta famille. Mon associé et sa famille, elle était vers Brest, moi, ma famille, elle était vers Saumur. On s'est dit, on va prendre le milieu, on va prendre Nantes, c'est plutôt bien connecté à Paris, et voilà, on a fait comme ça. Après, je dirais pas qu'on est une société nantaise en soi. Enfin, chez Crisp, on a des gens qui travaillent pour nous dans le monde entier. On n'a pas découvert le télétravail avec le Covid. Enfin, j'ai même des salariés Crisp, je ne les ai jamais vus de ma vie, en physique. Oui, non, mais ça c'est. Alors de plus en plus d'entreprises Et depuis le télétravail. On a commencé comme ça. Et donc, je dirais pas qu'on est une société nantaise. D'ailleurs, c'est marrant parce que comme on est à Nantes, dès qu'on a un article dans la presse, on dit les Nantais de Crisp. C'est marrant, alors qu'on ne dit pas les Parisiens de telle ou telle société. Comme s'il y avait un truc atypique d'être à Nantes. Mais on s'en fout. Enfin, en fait, nous, ce qu'on vise, c'est la planète. On a tu vois, la France, c'est 15% de notre marché. Oui, c'est 15-20%. un petit marché pour vous, en fait. C'est un petit marché. On est en France parce qu'on est français, parce qu'on a nos amis en France. Et que on a nos familles, mais après, nous, notre marché, il est mondial. Et je n'ai même pas envie de dire les Français de Crisp, en fait, parce que nous, notre site internet, il est principalement traduit en anglais. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'on est une boîte américaine. On n'essaie pas non plus de se faire passer pour des Américains. C'est bien marqué, il y a un petit logo Made in France sur notre site internet dans le bas de page, parce qu'il faut savoir que le Made in France, c'est quelque chose qui est très bien vu à l'international. Un produit qui est Made in France, c'est vu comme quelque chose, c'est de la qualité. Et il y a une perception, c'est comme le Made in Germany, fabriqué en Allemagne, c'est quelque chose qui est vu de manière positive par les acheteurs, y compris dans le logiciel. Et donc, on a un peu de manière fière, on a marqué le coup. Et donc voilà, on est partout. Mais ça, c'est le mot de la fin, et c'est très bien. C'est-à-dire que exporter en fait le savoir-faire français. Et puis on est sur un continent Internet. Internet n'a pas, mais vraiment, quoi. On peut distribuer un produit sur Internet. Et aujourd'hui, Crisp, je peux te montrer, les auditeurs ne verront pas, mais en 1 minute, on peut avoir 10 personnes qui viennent nous parler, mais du monde entier. Puis vraiment, on a des Ukrainiens, des Espagnols, Mexique, Finlande. Là, j'ai de l'Allemagne, Inde, États-Unis. Là, c'est Hong Kong, Danemark. On a des utilisateurs dans le monde entier. Et ça, c'est génial avec Internet. Oui, ce sont les gros avantages d'Internet, de passer par-delà les frontières. Exactement. On peut bosser dans un garage ou dans un appart et distribuer quelque chose au monde entier. Parfait. Écoute, merci beaucoup pour cette échange. Merci à toi pour l'invitation. Merci. Je vous remercie à toutes et à tous pour avoir écouté cet épisode de West Odyssey et le retour d'expérience de Baptiste. Vous pouvez contacter Baptiste directement sur son LinkedIn.
N'hésitez pas à vous abonner et à liker évidemment le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées, Spotify, Apple Podcasts, etc. Vous pouvez aussi me contacter via mon adresse email contact@louispinetavocat.fr, tout attaché, le Louis Pinet Avocat. Et sinon, directement sur mon numéro de téléphone au 06 86 25 92 94. À très vite pour notre prochain épisode de West Odyssey, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs du Grand Ouest.